Bonjour à tous, je profite du retour de l'été en ce début août pour m'éloigner à nouveau un petit peu de chez moi sans risque de me prendre une averse sur la tête. On est au bord du lac de la Butière dans le bocage vendéen. Alors il y a quelques temps j'ai fait des vidéos sur les transits planétaires et sur les progressions secondaires. Ce sont les deux techniques qui sont très utilisées en astrologie. Aujourd'hui je vais vous parler de la troisième technique la plus utilisée et qui a fait ses preuves. Ce sont les révolutions solaires. Alors, qu'est-ce que c'est la révolution solaire? Donc, c'est une carte du ciel, exactement comme un thème astral, mais qui va être montée chaque année au moment où le Soleil revient à la position exacte qu'il avait lors de la naissance. Alors, on va tout de suite prendre un exemple. Voici le thème astral du prince Charles, enfin du roi Charles III. Donc, il est né le 14 novembre 1948 à Londres. Donc le thème astral, c'est un peu sa carte d'identité astrale. C'est une photo du ciel au moment de sa naissance et vue depuis le lieu où il est né. Ce thème est fixe et sera le même tout au long de sa vie. Alors dans son thème, le soleil est ici, en orange. Il est dans le signe du scorpion, donc Charles est scorpion. La carte nous indique également que le soleil est situé à 22,25 du scorpion. Mais après sa naissance, les planètes vont continuer à tourner dans le ciel, chacune à leur rythme. La plus rapide est la Lune, qui va faire le tour du zodiaque en 28 jours, et la plus lente, Pluton, qui va faire le tour du zodiaque en 247 ans. Le Soleil, lui, va parcourir le zodiaque en un an. Donc chaque année, il va revenir à la position qu'il avait sur le thème astral, et ça va se faire aux environs de son anniversaire. Alors je vais prendre l'exemple de sa révolution solaire de 2021. Vous allez rapidement comprendre pourquoi, c'est pas très compliqué. Alors, avant on la calculait à la main, on dessinait la carte nous-mêmes, mais ça prenait un petit peu de temps. Et maintenant, les logiciels ou certains sites internet nous permettent de les sortir en quelques secondes. Donc voici sa révolution solaire de 2021. Alors, on voit que le Soleil est bien à 22,25 du Scorpion, comme à la naissance. Et donc, il est arrivé à cette position le 14 novembre 2021 à 14h11. Alors cette année-là, ça s'est produit le jour de son anniversaire, mais ça peut être aussi la veille ou le lendemain. Alors petite précision, le soleil est en haut sur cette carte, parce que par défaut, on met toujours l'ascendant à gauche. L'ascendant, ça représente l'horizon est, c'est la flèche rouge sur la gauche, et donc il est toujours horizontal. Ici, l'ascendant est dans le signe des poissons, donc le zodiaque est tourné de telle sorte que les poissons soient à gauche. Dans son thème astral, ou qu'on appelle aussi thème natal, l'ascendant est dans le signe du lion, et donc c'est le lion qui est à gauche. Donc cette carte de révolution solaire représente une photo du ciel de Londres du 14 novembre 2021 à 14h11. Si un bébé était né à Londres à cette date et à cette heure-ci, eh bien cette carte représenterait également son thème astral. Alors j'aimerais tout de suite apporter une autre précision. Certains astrologues calculent la révolution solaire non pas pour le lieu de naissance, mais pour le lieu où se trouve la personne au moment de son anniversaire. Donc au moment où le soleil revient à sa position natale. Alors je pense que les deux méthodes sont bonnes, qu'elles donnent une lecture différente sur la révolution solaire. Il y a une espèce de débat dans le monde astrologique, les choses ne sont pas très tranchées. De toute façon, quelle que soit la méthode, la position des planètes en signe, donc le degré sur lequel elles sont, ne changera pas en fonction de l'emplacement qu'on prend. Ce qui va changer, c'est la position des angles du thème, donc de l'ascendant, du fond du ciel, du descendant et du milieu du ciel, et donc des 12 maisons. Alors par exemple, en admettant que le prince Charles était à Los Angeles le 14 novembre 2021, si on calcule sa révolution solaire pour cette ville, on obtient cette carte. Donc l'horizon, donc l'ascendant, là-bas, se trouvait dans le signe du Scorpion. L'ascendant indiquant le début de la première maison astrologique, on voit que la position de l'ensemble des maisons s'en trouve modifiée. Je vous mets les deux cartes côte à côte, les deux révolutions en fonction des lieux de naissance, on voit bien la différence. Alors pour ma part, je préfère garder le lieu de naissance. Je considère que l'ensemble des techniques prévisionnelles en astrologie permettent d'actualiser et de potentialiser ce qui se trouve au départ dans le thème de naissance. Dès la naissance, donc, on peut sortir toutes les cartes de révolution solaire d'une vie. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas choisir d'en tenir compte ou non, ou de suivre les conseils que cela nous donne, mais je ne pense pas qu'on puisse échapper ou modifier son destin simplement en prenant l'avion pour se retrouver à un endroit éloigné sur Terre, et ainsi modifier sa carte de révolution solaire.
Ça me fait penser à ceux, et j'en fais partie, hein, qui partent loin, qui déménagent pour fuir des problèmes qu'ils pensaient venir de l'extérieur. Et finalement, les mêmes problèmes réapparaissent, et donc on comprend que l'origine de ces problèmes et leur résolution est à chercher en nous-mêmes, que la distance physique n'y change rien. Mais bon, le débat reste ouvert, hein. J'ai essayé les deux techniques, et pour ma part, je préfère prendre en compte le lieu de naissance. Alors, maintenant que nous avons la carte de la révolution solaire, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre? Alors la révolution solaire va nous donner une tonalité, elle va nous donner un petit peu l'ambiance de l'année à venir, d'anniversaire à anniversaire, mais elle ne va pas nous décrire tous les événements qui vont arriver durant l'année. Faut pas oublier qu'une révolution solaire, c'est ni plus ni moins qu'un arrêt sur image des transits planétaires dans le ciel au moment où le Soleil revient à sa position de natale. Juste une petite chose aussi, je voudrais préciser, je ne sais pas si on le voit, il y a un cormoran derrière moi posé sur une branche dans l'eau. Si vous arrivez à zoomer, peut-être que vous le verrez. Donc pour revenir à notre sujet, il y a des éléments importants à regarder dans la révolution solaire, mais je commence toujours par une vue d'ensemble. J'essaye de voir ce que m'inspire la carte, s'il y a des choses qui ressortent, qui se détachent, sans rentrer au départ dans les détails. Par exemple, là, on voit que l'ensemble des planètes est réparti sur une seule moitié du zodiaque. On voit aussi que la moitié des planètes sont dans des maisons d'eau, la maison 8 et la maison 12. On voit aussi que des planètes d'eau sont très valorisées. Les deux planètes d'eau, donc ce sont la Lune et Neptune, elles sont en conjonction avec l'ascendant, donc très fortes dans ce thème. D'ailleurs, cette carte est assez, même beaucoup neptunisée, car outre l'importance de Neptune, l'ascendant est en Poisson, signe dont Neptune est le maître, et deux planètes sont en maison 12, la maison qui est en analogie avec les Poissons, et donc avec Neptune. Ensuite, on regarde les positions en maison de la Lune et du Soleil, on regarde les signes de l'ascendant du milieu du ciel. On cherche s'il y a des conjonctions des proches, des conjonctions serrées. Également s'il y a des dessins planétaires qui se détachent. Alors ici, on va tout de suite sur cette carte, avec le Soleil en 8, ainsi d'ailleurs que Mercure et Mars dans cette même maison. Et tout ce côté aquatique, avec les maisons d'eau valorisées, et l'importance de Neptune, planète d'eau, que c'est pas une année facile. Alors c'est facile d'en parler a posteriori, c'était l'année de ses 73 ans quand Elisabeth II est décédée. Elle est morte le 8 septembre 2022. Mais la maison 8 évoque de toute façon une transformation, un changement psychologique profond. Elle fait aussi penser aux héritages, à la mort bien sûr, même si on peut jamais prévoir la mort avec la révolution solaire ou avec n'importe quelle technique astrologique d'ailleurs. Alors, la Lune importante en maison 1 symbolise la mer, entre autres, dans un thème, d'une façon générale. Conjointe à Neptune, elle peut évoquer, entre autres, une absence physique ou psychologique, mais aussi une année où ses émotions, donc à Charles, symbolisées également par la Lune, sont particulièrement envahissantes, voire débordantes. Cette Lune dominante en Poisson laisse aussi supposer l'importance du foyer, de la vie familiale, et ou de ses enfants durant cette année. Alors pas forcément pour le meilleur, avec cette neptunisation entre guillemets de la Lune. Alors on voit aussi un carré en T, un dessin planétaire formé par l'opposition entre Uranus et la conjonction Mercure-Mars, ces trois planètes étant chacune en carré avec Saturne. Saturne, c'est une planète qui symbolise les structures, les institutions, les choses fixes, les choses établies dans nos vies. Ici, elle peut aussi représenter la reine d'Angleterre, qui était elle-même une institution, et qui était aussi très saturnienne. Si on regarde son thème astral, Saturne est piqué sur son milieu de ciel, donc vraiment très valorisé. Et d'ailleurs, on peut dire qu'Élisabeth II était presque un archétype du symbolisme saturnien dans sa façon d'être. Alors, dans cette révolution solaire, Saturne est sur la cuspide de la maison 12, donc c'est le petit triangle qui marque le début à l'entrée de la maison 12. Alors, la maison 12, c'est pas la maison la plus folichonne, c'est une maison qui parle de retrait, qui parle d'isolement, qui parle aussi de spiritualité, qui parle de gestation, avant une renaissance dans la maison suivante, la maison 1.
Et ce Saturne, dans cette maison, il est mis à mal par ces carrés venant d'Uranus et de Mars. Ce sont des aspects tendus, hein, avec deux planètes très énergiques qui ont tendance à accélérer les choses, à remettre en question, voire à saper les structures des institutions, l'autorité, symbolisée par Saturne. Donc là, on devine tout de suite à quoi ça peut faire référence. Alors, autre chose dans ce thème, cette révolution solaire, on remarque aussi un carré exact entre le Soleil et Jupiter. Alors le carré, c'est pas un aspect harmonique, mais entre le Soleil et Jupiter, ce sont deux planètes qui sont sur la même longueur d'onde. Donc un aspect tendu, d'opposition ou de carré, pour ces planètes n'est jamais vraiment mauvais. Il y a juste un risque d'excès dans le carré. Alors d'une manière générale, cet aspect parle d'expansion, hein, de la personnalité, enfin tout aspect d'ailleurs entre Jupiter et le Soleil, expansion de l'ego, ça parle de gratification sociale, de confiance, d'optimisme. Mais ici, avec les deux planètes concernées dans des maisons qui n'ont pas une très bonne réputation, hein, la 8 et la 12, on pourrait penser à une élévation sociale, une augmentation de la place qu'il occupe, mais pas forcément bien vécue. Il y a quelque chose de contraint, de subi, peut-être, hein, avec ces emplacements dans ces maisons. Alors, encore une fois, je dis ça a posteriori, hein, je n'aurais pas forcément dit la même chose avant le décès de la reine d'Angleterre, même si à l'âge qu'elle avait, cette carte aurait pu nous mettre la puce à l'oreille, hein, nous faire poser des questions. Mais j'avoue que je n'ai pas regardé cette révolution solaire avant de préparer cette vidéo. Alors voilà en gros, hein, comment on peut étudier une carte de révolution solaire. Encore une fois, faut pas trop regarder dans les détails, hein. On voit dans les bouquins, des bouquins consacrés même aux révolutions solaires, une interprétation pour chaque planète dans chaque maison, mais aussi pour chaque maison de la révolution solaire qui tombe dans telle ou telle maison du thème astral. Et on voit bien en regardant nos anciennes révolutions solaires que ça ne marche pas. Faut vraiment rester à l'essentiel et à ce qui ressort, hein, de la carte. Alors on peut aussi regarder dans une révolution solaire l'emplacement des nœuds de la Lune pour voir la carte sur un plan un petit peu plus karmique. Dans un thème astral, les nœuds lunaires nous donnent des informations sur nos objectifs de vie, hein, de ce point de vue. Sur ce vers quoi il faut tendre, hein, en faisant un effort conscient. Dans une révolution solaire, il nous donne en quelque sorte notre objectif de l'année. Alors, quand on a bien observé cette carte, on la compare avec le thème astral. Donc, on va regarder s'il y a des aspects qui se reproduisent entre les mêmes planètes. Si certaines planètes, autres que le Soleil, hein, bien sûr, se retrouvent à la même position qu'elles avaient à la naissance. Là, ce seront des points du thème natal qui vont revenir sur le devant de la scène, hein, dans l'année. Donc, ça peut être une année où des événements permettront de régler, de comprendre ou d'accepter certains traits de sa personnalité, par exemple. Alors ici, on a l'opposition entre Uranus et Mars qui s'est reformée. J'en parlais plus tôt, hein, dans le cadre du carré hanté, le triangle rouge, avec cette notion très énergique, hein, voire de violence, d'inattendu, d'accélération, hein, et de précipitation. Alors on peut aussi superposer le thème astral et la révolution solaire pour voir s'il y a des aspects qui sautent aux yeux entre les deux, des redondances par rapport à ce qui a déjà été vu. Alors ici le thème astral est à l'intérieur et à l'extérieur on a donc la position des planètes et des angles de la révolution solaire de Charles, hein, toujours pour 2021. Donc les deux soleils sont au même endroit, ce qui est logique. Donc là, ça permet de voir que la Lune, notamment, hein, de la révolution solaire, est positionnée au mi-point de l'opposition Jupiter-Uranus du thème astral. Jupiter et Uranus dans le thème astral sont en opposition, et donc la Lune, elle est exactement entre les deux. Elle forme un carré, en fait, exact, entre ces deux planètes. Et ce qui est frappant d'ailleurs, c'est l'exactitude, hein, des aspects. Les deux planètes dans le thème astral sont à 29 degrés de leur signe, et la Lune de la révolution solaire est également à 29 degrés, donc vraiment pile en aspect exact à ces deux planètes. Du coup, ça forme là également un carré hanté. Alors symboliquement, la Lune, hein, qui représente dans le thème la mère, entre autres, hein, mais là aussi la vie familiale, vient titiller un petit peu, vient réveiller cette opposition natale, entre Jupiter et Uranus.
Alors une dernière précision sur cette technique concerne l'aspect temporel. On a parfois des transits très longs, des transits planétaires, notamment ceux de Neptune ou de Pluton. La révolution solaire peut nous permettre de savoir quelle sera l'année où le transit sera le plus actif, où un événement sera susceptible d'arriver lié à ce transit planétaire. Autre chose, sur une carte de révolution solaire, on peut ajouter des transits planétaires du moment, et notamment ceux de planètes rapides, du Soleil en premier lieu, mais aussi de Mars et dans certains cas de Jupiter. Et ces trois planètes peuvent nous permettre de dater, dans certains cas, des événements qu'on voit sur la carte de révolution solaire. Alors pour ce qui est des transits lents, on va prendre l'exemple de Neptune qui a formé un trigone au soleil natal de Charles de mars 2021 à mars 2023. Si on prend une orbe, c'est-à-dire une marge d'exactitude de 2 degrés de part et d'autre de l'aspect exact. Alors sur cette animation, le thème astral est à l'intérieur et la seule planète que j'ai positionnée à l'extérieur, donc en transit, c'est Neptune. Le soleil natal est ici. Donc ça commence le 1er janvier 2021 et ça se termine le 1er avril 2023. Donc on voit que le trigone entre Neptune et le Soleil se forme assez vite. C'est le trait bleu qui les relie. Il va disparaître à un moment donné car Neptune aura bien avancé. Mais il va se reformer quand Neptune va rétrograder, donc reculer, et l'aspect ne sera plus d'actualité à partir de mars 2023, quand Neptune va prendre ses distances. Donc durant 2 ans, le soleil de Charles va être sous influence de Neptune. Alors, il y a des techniques pour affiner ces durées, notamment les actualisations par des planètes rapides. Je crois que j'en parle d'ailleurs dans la vidéo sur les transits. Mais on peut aussi se servir des révolutions solaires. Alors, je vais vous montrer les 3 cartes de révolution solaire qui nous intéressent. Donc, celle du 14 novembre 2020, carte valable jusqu'au 14 novembre 2021. Alors Neptune est déjà trigone au Soleil sur la carte, mais la planète est à 18 degrés 13. Je rappelle que le Soleil de natal est à 22 degrés 25. Donc l'écart est trop grand pour que le trigone de Neptune soit pris en compte en transit. Sur la révolution solaire de 2021, donc celle que l'on connaît, Neptune est à 20 degrés 29, donc à 2 degrés de l'aspect exact. Donc, on peut considérer que le Soleil est déjà sous influence de Neptune en transit. Alors à chaque fois j'ai mis le trigone en gras sur la carte en bleu. Et sur la révolution solaire suivante, donc celle de 2022, Neptune est à 22 degrés 45. Donc on peut considérer que l'aspect est quasi exact entre Neptune et le Soleil. Donc de ces 3 cartes, on peut déduire que l'influence de Neptune sur le Soleil, donc qui va de début 2021 à début 2023, sera activée et susceptible de provoquer un ou des événements, ou une prise de conscience, ou une grosse évolution psychologique, plutôt entre le 14 novembre 2022, date de la révolution solaire qui montre ce transit exact, et mars 2023, où les 2 planètes donc se séparent et l'aspect de trigone disparaît. Donc la période de transit de 2 ans qu'on avait au départ est passée à 4 mois, donc c'est intéressant à regarder. Alors l'autre aspect temporel des révolutions solaires est très simple. Je vais reprendre un exemple de la révolution solaire de 2021. Donc on a vu qu'il avait une figure planétaire difficile, le carré hanté, représenté par le triangle rouge, impliquant Saturne à 7 degrés du Verseau, Mars à 10 degrés du Scorpion et Uranus à 12 degrés du Taureau. Alors ce sont 3 signes fixes, le 4e signe fixe étant le Lion. Donc ce sont des signes d'une même modalité, ici la modalité fixe, et donc ces signes sont toujours situés à 90 degrés les uns des autres, et donc ils forment entre eux uniquement des aspects tendus, des carrés ou des oppositions. Donc toutes les zones situées sur les signes fixes entre 7 et 12 degrés, donc ce sont les degrés sur lesquels étaient Saturne et Uranus, j'ai pris le plus petit et le plus grand au niveau des 3 planètes. Toutes ces zones, donc entre 7 et 12 degrés, seront des zones critiques pour l'année à venir pour Charles. Il faudra surveiller le passage de planètes rapides, notamment du Soleil et de Mars, sur ces zones durant l'année. Alors j'ai vérifié, et au cœur de l'été 2022, on avait coup sur coup Mars qui passait entre 7 et 12 degrés du Taureau du 16 au 23 juillet, et le Soleil qui passait de 7 à 12 degrés du Lion du 30 juillet au 5 août. Alors j'ai regardé les actualités pour Charles pour l'été 2022, et en effet, entre fin juillet et début août, il a été au centre d'un scandale financier, car sa fondation était soupçonnée d'avoir reçu un chèque d'1 million de dollars de la part de la famille Ben Laden.
Ça a fait des gros titres de pas mal de journaux, hein, surtout tout début août, qu'on trouve encore en ligne. Donc voilà, avec cet exemple, on voit comment on peut trouver des jours critiques, hein, durant une année. Mais bien sûr, il faut croiser ça avec les transits planétaires. On n'étudie jamais une révolution solaire toute seule, hein. On croise des différentes techniques prévisionnelles. Pour ma part, je regarde systématiquement les transits, les progressions et la révolution solaire. Alors, ce que je viens de vous montrer marche aussi avec les périodes plus sympas, hein. Par exemple, si vous avez un grand trigone dans une révolution solaire, vous pouvez regarder quand le Soleil ou Mars passe sur chacune des 3 planètes impliquées. Et ça va être des jours a priori assez agréables. Euh, donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein, concernant cette technique. J'espère justement ne pas avoir été trop technique. Je vous souhaite une bonne fin d'été et je vous dis à très bientôt.